Soir d'info. Merci beaucoup Ibrahima Kane. Nous accueillons notre deuxième invité, honorable Abdou Sané, il est géographe, environnementaliste et également le président de l'association africaine pour la promotion, la réduction des risques de catastrophes, entre autres casquettes. On va dire cela. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir et merci de m'avoir reçu. Le plan décennal de gestion des inondations qui suscite aujourd'hui plusieurs interrogations, des milliards injectés dans ce plan et tout semble être au point mort. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'échec? Non, c'est trop tôt de dire échec, parce que l'échec suppose une évaluation. Or, l'évaluation, elle ne peut être réalisée que par ceux-là à qui on a confié la mission. Toujours est-il que, pour éviter trop l'événementiel par rapport au plan décennal, parce qu'il n'est pas très connu par les gens, beaucoup en parlent, et les gens sont beaucoup plus, intéressés par les 750 milliards que par le contenu et par l'enjeu et la portée de ce plan décennal qui est magnifique en réalité. De quoi s'agit-il? Le plan, d'un point de vue stratégique, il se résume en 10 points. On n'a pas le temps de citer les 10 points, mais on peut identifier des points qui peuvent faire l'objet d'un intérêt pour vous. Le point 9. Donc, vous voyez, on est de 1 à 9. Ou bien on prend les deux chiffres impairs. Le point déjà 1, le 9, pourquoi vous avez choisi le 9? Non, je joue par rapport à l'échelle de temps consacrée. Mais je peux y intégrer le 1 d'abord, 1 et 9. 1, pourquoi? Parce que le 1 correspond à la phase d'urgence, à la phase ultra prioritaire. C'est un président qui a manifesté une certaine sensibilité face à des inondations et qui souverainement a décidé de mettre fin aux missions du Sénat, une institution, pour transférer d'urgence le budget alloué à cette institution en faveur des impactés des inondations. C'est le point 1. À l'époque, vous savez que c'est des institutions qui n'ont jamais de légitimité. Vous ne verrez jamais des gens manifester parce qu'on a supprimé un Sénat. Donc cela, quand même, a été à renforcer son aura vis-à-vis des populations. Parce qu'on a pensé que de renforcer le budget alloué à la gestion des inondations. Oui, mais là, on est d'abord à la première étape, c'est l'urgence. C'est-à-dire qu'il y a les inondations, il faut tout de suite, comme c'est le cas, il faut tout de suite trouver des ressources. Et donc, c'est cette phase prioritaire qui est à peu près de 66 milliards. Il a réglé, les populations de façon générale ont trouvé que c'est un acte. Maintenant, il y a que ça, c'est une action ponctuelle. Oui. Il fallait travailler et concevoir, élaborer dans le sens de la durabilité, donc dans le sens structurel. L'éradication définitive. Et c'est là où c'est intéressant. Donc c'est en ce moment qu'on a donc envisagé une phase d'urgence, une phase de moyen terme et une phase de long terme. Et dans la phase de long terme, pourquoi j'ai pris le point 9, j'ai lu toute la presse aujourd'hui, j'ai écouté toutes les radios, j'ai vu que c'est passé inaperçu. Parce que j'ai fait une contribution et je n'ai pas commenté moi j'ai présenté les faits. Mais le point 9, il est important. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit, le point 9? Le point 9, il préconisait la mise en place d'un observatoire national de suivi de la lutte contre les inondations. Il avait été mis en place. Le président de la République ne serait pas dans la position qu'il est aujourd'hui de poser des questions pour dire faites-moi la situation. Parce que le suivi allait être réglé par cet observatoire. Et dans cet observatoire, lorsqu'on le concevait au départ, en ce moment, dans les années 2012, on avait dit que, entre autres acteurs, il fallait y mettre des experts, des universitaires et les élus locaux. Et pourquoi experts et universitaires? On avait dit que les universitaires sont libres, sont connus comme étant des gens libres d'esprit et trop critiques. Et par conséquent, leur présence contribuerait à faire rayonner la structure et à gagner en crédibilité. Et à l'arrivée, justement. Cet observatoire n'a jamais été mis en place parce qu'ici, on n'aime pas les contrôles. Cet observatoire n'a pas été pris en compte. Donc ça fait partie des points... Qui n'aime pas le contrôle? Bon, c'est une culture dans notre gouvernance. On a un sérieux problème de gouvernance. Et tout ce qui est contrôle ici, les gens ont toujours manifesté des susceptibilités. De toute façon, au niveau du plan décennal, comme je vous l'ai dit, il y a 10 points. Alors, ce point n'a pas été retenu. Et qu'est-ce qui se passe en réalité? Au moment où vous élaborez, au moment où vous êtes dans la conception, toutes les bonnes idées sont prises. Mais dès que l'argent entre, c'est là où il y a des modifications. Mais quels sont les points qui ont fait aujourd'hui l'objet d'exécution dans ce plan? C'est le point numéro 1. Supprimons rapidement le Sénat, prenons l'argent, allons vers les populations. Donc aujourd'hui, on doit faire quoi? Aujourd'hui, on doit faire quoi? On doit encore supprimer une institution? Non, je ne rentre pas là. L'autre élément qui est aussi important, c'est que le ministère qui était à l'initiative du plan décennal avait même porté un nom pour montrer la volonté politique du président
d'éradiquer systématiquement les inondations et tout le monde allait appeler. Ça, non, ça s'appelait le ministère, c'est le MRASI. C'était le ministère de la restructuration et de l'aménagement des zones inondables. Oui, c'est un ministère délégué rattaché au ministère de l'urbanisme. Avec quand Diène Farbassar était encore au poste. Maintenant, ce ministère a été supprimé. Est-ce que... C'est là le problème. Attends, c'est là où c'est important. Oui. Déjà, dans la dénomination, c'était quoi? Ministère, il y a un mot qui est important, le R de MRASI, restructuration. Parce que dans l'analyse qu'on a faite en matière de planification et en matière d'aménagement de l'espace, on a trouvé que si on ne restructure pas, l'assainissement ne peut pas être effectué. C'est-à-dire que vous êtes dans un quartier où il y a l'occupation un peu partout, vous voulez faire des tranchées, c'est pas possible. Mais donc le premier point, c'est quoi? Il faut faire d'abord la restructuration. Une fois que vous faites la restructuration, vous créez en ce moment les conditions pour que les autres secteurs puissent être développés. Alors la restructuration ne se fera pas sans l'apport, la mise à contribution du ministère en charge de l'urbanisme. Et son absence aujourd'hui, est-ce que cela ne vous interpelle pas? Est-ce qu'aujourd'hui le ministère ne doit pas être attendu dans une mission de correction pour aider les autres quand même à faire le boulot? Lequel ministère vous faites allusion? Le ministère de l'urbanisme. Oui, non. En réalité, peut-être que vous confondez un peu les choses. Oui. Ce n'était pas un ministère délégué, c'était un ministère plein dirigé par Khadim Diop, à l'époque. Et c'était même considéré comme ministère périphérique parce qu'il n'y avait pas encore de budget. C'est quand l'argent est venu que tout a chamboulé. Et d'ailleurs, il faut même déplorer sa disparition. Quand il n'y avait pas d'argent, c'était le ministère. Quand il y a de l'argent, c'est là où on a signé son acte de décès. Et c'est lourd de conséquences. Non, alors, pourquoi? Parce que la restructuration, qui est le fondement, aujourd'hui, tout ce qui s'est passé, c'est parce qu'il n'y a pas eu de restructuration. Donc la restructuration, qui était très importante, vous savez combien on a consacré sur les 750 milliards? On a dit que, puisque c'est la restructuration qui est le pilier, on a affecté quelque chose comme 427 milliards pour la restructuration. Alors, donc la restructuration a eu un enjeu financier. Alors, qui doit restructurer? Quand il y a des enjeux financiers, c'est autre. Aujourd'hui, ce ministère n'existe plus. Qui doit restructurer aujourd'hui? Voilà. Il faut... Est-ce que ce n'était pas bon de chercher à savoir pourquoi ce ministère même est mort? Imaginez, on vous dit initier, vous initiez quelque chose qui est une préoccupation, quelque chose qui est salué par la communauté internationale. Un peu partout, on a appelé, on a dit une innovation, une rupture. On a dit que cette fois-ci, on va éradiquer systématiquement. On a dit que même dans la dénomination, on sent la tonalité. On sent la volonté avec le mot restructuration. Ça, c'est un mot très important. Mais pourquoi cela a été supprimé, comme vous dites? Tout le problème, c'est ça. Même le ministre qui avait en charge, est-ce qu'il n'était pas surpris? Parce que les enjeux deviennent de plus en plus énormes. Parce que quiconque gère la restructuration contrôlait plus de 50% des 750 milliards. 400 et quelques milliards qui ont été alloués dédiés à l'aspect restructuration, parce que c'est le pilier. Le reste vient après. Et cette enveloppe, où est-elle aujourd'hui? Voilà, là c'est... Bon, je ne suis pas un comptable pour rendre compte. Moi, je veux simplement apprécier par rapport à ce qui s'est passé pour permettre, parce que ça fait à peu près 8 ans, beaucoup de gens ont oublié, etc. Je veux plus ou moins faire un petit rappel historique de l'évolution de cette institution qui a des promissions de faire beaucoup de choses. Et j'ai dit, premièrement, pour le point 9, si le président va jusqu'à poser des questions aujourd'hui, c'est par sa faute, parce que l'observatoire qui devait faire le travail n'a pas été fait. Et donc c'est un problème de gouvernance. C'est un sérieux problème de gouvernance parce que l'observatoire avait pour mission le suivi. Or, le problème de nos politiques publiques, c'est quoi? C'est l'absence de suivi. Ici, on a de bonnes idées, mais c'est le suivi qui fait défaut. Alors, si vous me refusez... Et on n'a pas suffisamment... Est-ce qu'on n'a pas suffisamment d'institutions aujourd'hui, de contrôle pour faire ce suivi? Oui, mais toujours c'est que même si on ne met pas l'observatoire, il faut désigner publiquement... Pourquoi encore un autre organe de contrôle de plus? Là, c'est des questions de souveraineté, ça, c'est pas nous qui décidons. Mais je veux dire que simplement, le simple fait de le faire, beaucoup ont salué. Parce que vous, aujourd'hui, si vous êtes bailleur, si vous voyez que dans le plan décennal, il y a un point qui est consacré à un observatoire, et de par sa composition, c'est des gens trop critiques qui sont là-dedans, vous n'hésiterez pas à mettre votre argent. Et je me demande, est-ce que c'est pas ce qui était à l'origine de la participation de la Banque mondiale dans le cadre du projet? Je me demande. Donc, on a rendu crédible de par le papier. Alors, dans la mise en œuvre, beaucoup de points n'ont pas fonctionné. Et on ne vous le dit pas, vous constatez qu'il n'y a plus, et vous n'avez pas un cadre pour vous exprimer. Ça, je dis que c'est un point très important, le point 9 et le point 1. Autant le point 1 a été fait activement, suppression Sénat, transfert, autant le point 9 a marqué le pas. Aujourd'hui, on peut dire bis repetita parce qu'on est encore dans l'urgence. On a encore besoin que les efforts déployés par le gouvernement soient réactifs et que cela puisse aller vers les ayants droit. Mais moi, j'ai envie de savoir autre chose. Est-ce qu'aujourd'hui, le Sénégal dispose de politique
pour l'occupation des sols ou un plan d'aménagement des territoires assez détaillé qui nous permet aujourd'hui de pouvoir rectifier certaines choses et ne pas en arriver à cette situation. Ok, on va vous décrocher de la télé pour vous amener au niveau de nos programmes d'aménagement parce que la question est formidable. Vous êtes aménagiste finalement. En réalité, c'est quoi? Tout ce que nous sommes en train de vivre, ce n'est pas simplement propre au Sénégal. Tous les pays au sud du Sahara, tous les pays au sud du Sahara, l'Afrique a un problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas mis en œuvre tous les outils d'aménagement et de planification urbaine. Et dans le cas du plan décennal, il avait été prévu qu'il fallait régler définitivement le plan d'urbanisme, le plan directeur d'urbanisme, le schéma directeur d'aménagement et de l'urbanisme, et au niveau local, encourager les collectivités locales à mettre en place les plans d'urbanisme de détail. Sur je ne sais pas combien de collectivités locales on a, vous n'avez pas 0,0001% qui ont réalisé ça. Et là, je suis tolérant. Pour ne pas dire 0, j'ai dit 0,020 et 1%. C'est la catastrophe. Or, ce que représente aujourd'hui une planification d'aménagement, vous n'aménagez pas, vous ne planifiez pas, c'est-à-dire que même si quelqu'un a de l'argent pour vous aider, rationnellement, vous ne pouvez pas aller. Parce que c'est d'abord les premières phases qui préparent le terrain par rapport à l'intervention en termes donc de mise en place des infrastructures qui doivent répondre et faire face durablement aux effets néfastes de l'inondation. À ce jour, pratiquement c'est resté au niveau intention et vœux pieux. Finalement, est-ce que nous avions un plan alors? Un plan par rapport... Il y a trop de plans. Le plan de quoi? Le plan décennal, je dis finalement... Non, le plan décennal, il est là. Il a fonctionné tant bien que mal. Des aspects ont été. Aujourd'hui, si vous faites attention, Philippe Maguilène Senghor, autrefois il y avait toujours des inondations. Oui. C'est grâce à ce plan que maintenant, cette page est tournée. Bon, dans certaines localités, effectivement, ça a un peu bougé. Sauf que jusque-là, mais le problème, c'est quoi? C'est qu'on est dans le cadre d'une approche globale. N'oubliez pas que nous sommes au mois de septembre. Ce qui s'est passé vendredi, samedi, personne ne dit que c'est terminé. Aujourd'hui, les gens parlent comme si c'est terminé, on règle. Qu'est-ce qui dit que dans les 2 dernières semaines du mois de décembre, il n'y aura pas pire que ça? On va faire quoi? Alors, à l'époque, il y avait une action ponctuelle qui avait amené le président de la République d'une situation à prendre aussi des mesures exceptionnelles, allant jusqu'à supprimer une institution jugée à l'époque budgétivore. Aujourd'hui, il y a des populations, à l'heure où on parle, qui sont aussi dans des situations assez dramatiques. Qu'est-ce qu'il faut faire de façon ponctuelle pour les soulager? Bon, de façon ponctuelle, ce que l'on a toujours fait relève toujours du pilotage à vue. Nous avons la culture du pilotage à vue, malheureusement. C'est-à-dire que quoi? Est-ce que le plan... Aujourd'hui, il y a un problème, une équipe de tel secteur va règle, en attendant que les autres, etc. Le pilotage à vue fait partie de notre culture, qu'on le veuille ou pas. C'est ça notre culture, en réalité. L'homo sénégalensis se distingue par le pilotage à vue. Le plan Orsec? C'est négatif, même, c'est chargé, mais malheureusement, finalement, c'est dans le sang. Le plan Orsec, c'est aussi... Alors, le plan Orsec, oui. Il ne faut jamais souhaiter avoir un plan Orsec. Un plan Orsec, c'est toujours un signe de désespoir. Oui. Parce que c'est quoi? Vous faites un secours. Partout où vous avez le mot secours signifie une personne en danger. C'est l'ambulance qui va secourir, c'est les sapeurs-pompiers qui vont secourir. Je ne souhaite pas, et nous ne le souhaitons pas, que nos populations soient abonnées à des opérations de secours éternellement. Pas du tout. On pointe aussi du doigt. Alors, oui. Le plan Orsec, l'inconvénient c'est quoi? Il coûte excessivement cher, parce que du point de vue de la mobilisation des moyens qu'il faut, il n'y a plus d'appel d'offres, c'est le gré à gré. Et si vous n'êtes pas vertueux, vous avez tendance à surfacturer. Et personne n'y peut absolument rien. C'est pourquoi il n'est pas souhaitable d'avoir des plans de secours. Même si c'est prévu, parce qu'on ne peut pas prévoir tout, mais quand même, le plan de secours, c'est ce qu'il faut éviter. Et mettre le paquet sur la prévention. Elle coûte moins cher que justement, la réponse. Il y a aussi le cadrage, Aram, qui pose problème, le cadrage institutionnel. Aujourd'hui, beaucoup d'institutions interviennent en cas d'inondation, de gestion des inondations. On parle de l'ADM, Agence de développement municipal, on parle de l'AGEROUTE, on parle de l'APIX, on parle aujourd'hui de la Direction générale de prévention des inondations, DGPI. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi remettre les choses à l'endroit avec une certaine cohérence pour permettre à ces gens-là de travailler en synergie? C'est une très bonne question. Ça pose simplement les questions de méthode dans le travail. Là aussi, c'est un déficit. Quand vous allez au bureau organisation méthode, bon, leur mission, c'est de dire ça. On a mis là-bas cette institution rien que pour intervenir et aider davantage les gens à améliorer la qualité des interventions et autres. Mais on est toujours dans la dispersion. Et c'est cette dispersion qui est nuisible. Vous savez pourquoi?
vous prenez votre pays, le Sénégal, c'est le seul pays au monde où vous pouvez avoir un accident avec 1000 décès, zéro responsable, zéro coupable. Où vous pouvez avoir des inondations, personne n'est responsable. Parce que quand il s'agit de mobiliser les fonds, tout le monde dit que c'est lui le point focal. Quand le problème arrive, chacun dit non, dans ma mission, c'est pas ça. Et le meilleur exemple, c'est le stade Demba Diop quand il s'est écroulé. On a dit que ce sont les policiers qui ont chargé, ils ont dit non, ça n'a rien à voir. On a accusé d'autres, ils ont dit non, non, non. Le ministre des Sports a tout fait aussi pour montrer que lui, il a utilisé le stade, c'est pas lui. Conséquence, les morts aujourd'hui, qui est responsable? Personne. 2000 morts avec le bateau, qui est responsable? Nobody. Là, c'est sans suite. Donc, c'est ça. Pour vous dire que aussi, la dispersion, parfois, elle arrange. Parce qu'elle met à l'abri de potentiels coupables. Or, s'il n'y avait pas ça, si on harmonisait, et c'est ça la bonne gouvernance, si on harmonisait, il y aurait ce que les Anglais disent accountability, c'est-à-dire que la redevabilité. En ce moment, on sait que c'est vous qui répondez de tout. Si c'est bon, c'est vous, on vous sanctionne positivement. Si c'est pas bon, on vous sanctionne négativement. Alors, le président de la République demande en Conseil des ministres un rapport détaillé du plan décennal. Qu'est-ce que cela veut dire après 8 ans d'exécution? D'abord, pour moi, ce rapport, si on le fait, ça n'a pas de sens. Vous savez pourquoi? Qui va le faire et qui va le remettre à qui? Vous êtes président de la République. Vos charges ne vous permettent pas d'abord de lire. Ensuite, moi je suis directeur. Je dis voici ce que j'ai fait, je fais. Non, il y a des corps de contrôle qui, au moins eux, leur plume, leur signature a valeur de validation. Mais si c'est un directeur qui doit simplement faire un rapport, c'est de la littérature. Vous allez le lire et il n'y a pas quelqu'un au monde qui fera un rapport qui va être compromettant pour lui. Demandez à M. Sané de vous faire un rapport, je vous ferai le meilleur rapport possible. Le contre-pouvoir, c'est l'autre peut-être qui n'a pas intérêt avec moi. C'est ça le problème. Donc arrêtez, c'est pas ça. Et deuxièmement, je dis que c'est un aveu de taille. S'il y avait l'Observatoire national de suivi, c'est l'Observatoire qui allait périodiquement lui rendre compte de l'évolution, et s'il y a des détournements d'objectifs, on allait attirer son attention. Mais il a été allergique à ça. Jusque-là aussi, c'est le Premier ministre qui faisait tourner la machine dans le cadre de la coordination de ces actions ponctuelles, comme en cas d'organisation rapide de secours. Aujourd'hui, des observateurs pensent que l'absence du Premier ministre aussi fait défaut dans le cadre de la coordination. Pour les opérations de secours, ça dans le décret c'est clair, c'est le tout-puissant ministre de l'Intérieur qui gère ça. Pour ce qui est du Sénégal, le plan ORSEC est totalement et longtemps, n'est-ce pas, du pouvoir du ministre de l'Intérieur. Et c'est le ministre de l'Intérieur qui est aussi le point focal de tout ce qui est prévention et gestion des risques de catastrophe. Alors, quel est aujourd'hui l'impact des futures inondations sur les zones urbaines? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup plus de personnes qui arrivent en ville, des constructions qui sortent de terre, les gens décrivent le manque d'assainissement, mais l'impact de ces futures inondations sur ces zones-là? Non, déjà nous sommes dans les inondations. Les autres inondations vont être simplement des facteurs aggravants. C'est comme quand j'entends certains responsables dire que oui, c'est parce qu'il y avait excès de pluie. L'excès de pluie a été simplement un facteur aggravant, mais les autres semaines déjà, on vivait les inondations. Donc actuellement, si les inondations arrivent, je ne le souhaite même pas, si les inondations arrivaient, ça va détériorer gravement la qualité de vie des populations. Imaginez aujourd'hui qu'au moment où nous parlons, des gens sont dehors, ils savent où aller. Nos écoles, nous connaissons les conditions. Ce n'est pas des milliers de références. Quand les établissements scolaires servent de dortoir, et la direction c'est la promiscuité, avec tout ce que cela a comme charge. Et la direction de la protection civile? Non, la direction de la protection civile. Dans l'alerte? Non, la direction de la protection civile, voici une direction qu'il convient de renforcer en moins. Sa mission est très noble. Mais malheureusement, les autorités au plus haut niveau n'accordent pas l'attention qu'il faut à cette direction de protection civile, sauf quand il y a peut-être des événements. Quand vous parcourez les travaux de la protection civile, de la direction de la protection, vous verrez beaucoup de rapports qui sont là entassés et qui n'ont fait qu'alerter. Vous avez vu le problème de Sadaga, c'est cette année qu'on a réglé ça. Oui. Mais ça fait plus de 10 ans que la direction de la protection civile a attiré l'attention sur le potentiel de danger qu'il y a. Tous les marchés qui ont pris feu jusqu'à Kaolack, etc., tout ça, ce n'est pas les rapports qui ont manqué. Tous les rapports, il y a de cela peut-être 2, 3 ou 4 ans, avaient déjà alerté. Donc aujourd'hui, dans l'intérêt de la protection de nos sociétés, vous comme elle, comme moi, nous avons au contraire le devoir de nous mobiliser et d'exiger que davantage
la protection puisse être élevée au rang de priorité des priorités nationales, parce qu'il y va de notre sécurité, il y va de notre stabilité. Autre chose, honorable, qui m'interpelle, est-il possible aujourd'hui de déterminer où et comment les variations ou les changements liés aux différentes pluies peuvent être détectés? Est-ce qu'on pourrait prévoir cela pour qu'on ne puisse pas en arriver à ce stade? Très souvent, les gens ont tendance à réagir par rapport aux inondations. Mais en amont, est-ce qu'il est possible de faire un travail sur nous-mêmes ou sur l'espèce humaine pour pouvoir peut-être gérer certaines actions ou des agressions, je vais dire, qui participent au changement climatique? Effectivement. Alors, vous savez, notre cadre de vie et notre écosystème que nous partageons ensemble, plus il se dégrade, plus nous sommes tous exposés à n'importe quel danger. Le coronavirus l'a montré, tout est parti de la dégradation de l'écosystème, oui. Rapprochement d'un animal par rapport à l'homme, le trait d'union a été rapidement établi, la contagion faite, et maintenant l'expansion, et le reste c'est quoi? Des lamentations. Donc pour vous dire que si nous préservons notre système, notre écosystème, c'est déjà de la prophylaxie, c'est le meilleur vaccin. Deuxièmement, ici, par exemple, avant même qu'il n'y ait plus, on a la possibilité de vous montrer déjà des cartes pour vous dire que la plus petite pluie, dès qu'elle tombe, tel endroit va se manifester par ceci, tel autre va se manifester par là. Mais qu'est-ce qui fait que on parle de 100 mm comme pluie exceptionnelle? Est-ce que vous, là où vous habitez, vous avez vécu les inondations? Moi, là où j'ai habité, je n'ai même pas senti les inondations. C'est les radios qui m'ont appris parce que je ne veux pas qu'il y ait de préoccupation. Toute la zone de fan résidence, est-ce qu'on a vu la télé aller là-bas pour faire un reportage sur les inondations? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a un système de drainage qui a été mis sur place et qui fait que la réponse par rapport aux inondations a pu être, n'est-ce pas, prise en compte. Ailleurs, partout où il y a eu des inondations, écoutez ce que les populations vous disent. Les populations vous disent que c'est parfois par la faute de l'État à travers ses projets. Et pourquoi? Parce que l'État, lorsqu'il a ses projets, il y a ce qu'on appelle les études d'impact environnemental et social. Mais l'État lui-même n'est pas très rigoureux par rapport à ça. On vous met la pression pour avoir de la facilité et faire ce que l'on veut. Conséquence, vous voyez des populations elles-mêmes vous dire nous sommes inondés alors qu'on ne connaissait pas l'inondation. Mais c'est parce que c'est ça et ça et ça. Beaucoup de projets. Donc l'État lui-même a sa part de responsabilité par rapport à ça. Merci. Et ensuite, l'autre élément qui est important, on accuse très souvent pour dire que les populations occupent des zones non édificandées. Mais l'État lui-même est le premier à occuper des zones non édificandées. Et le meilleur exemple, c'est à Kaffrine. Vous avez une cuvette d'un point de vue de la topographie. La cuvette, par définition, elle encaisse. Et c'est là-bas où vous mettez des infrastructures, vous installez des habitants. Conséquence, c'est la capitale des inondations dans la zone, n'est-ce pas? Merci beaucoup, honorable Abdou Sané, géographie environnementaliste. Il est également le président de l'association africaine de la promotion, pour la promotion de la réduction des risques de catastrophe. Merci également à Papa Djibril Fall et à vous qui nous suivez de partout. Retrouvez-nous demain à la même heure sur nos antennes. Excellente soirée sur la TFM.